Bienvenue sur Modiolus Radio, on est sur un tout nouveau format, une table ronde en direct de l'UNPPD pour la 6e rencontre des journées de l'APD, Association Perspective Dentaire. Et sur cette table ronde, nous allons parler métaverse et dentaire, métaverse dans l'univers dentaire, blockchain, comment tout ça peut à un moment donné agir dans nos métiers, dans les métiers du dentaire, que ce soit pour les prothésistes dentaires, les chirurgiens dentistes et les assistants dentaires. Et sur cette table ronde, pour m'accompagner tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble, j'ai quelques invités forcément très talentueux et je vais commencer par le docteur Sophia Ouari. Sophia, tu es chirurgienne dentiste depuis près de 15 ans, tu es maître de conférences et chercheuse à la Pitié-Salpêtrière, dépendant de la faculté dentaire de Garancières. Tu es ce que l'on nomme une praticienne hospitalière. Ton credo est la formation, notamment sur l'optimisation de la relation prothésiste dentaire-praticien. J'ai tout bon ? Tout bon. Super. Avec nous également Bertrand Busson. Bertrand, tu es prothésiste dentaire, mais également depuis 1985, c'est ça ? Même avant. Tu fais beaucoup plus jeune. Tu gravites dans la 3D depuis plus de 30 ans. Tu as été chercheur associé à la fac dentaire de Montrouge. Tu as une riche expérience au sein de sociétés liées à la 3D, dont tu es, pour certaines, cofondateur. Alors, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Lux Factory, BBD Consulting, Willab 3D, ZA, Galaxy Group, Cubic, Wijo 3D, et j'ai pas tout cité. Tu es également conférencier sur les solutions 3D. C'est vrai. Je ne vais pas te demander si j'ai rien oublié parce que on verra dans la table ronde que j'ai oublié beaucoup de choses. J'interviens au DU de prothèses faciales appliquées sur la 3D justement, les outils 3D. Notamment. Nous avons également avec nous, qui interviendra au fur et à mesure de cette table ronde, Daniel Dilulovic, qui est donc c'était ton anniversaire il y a tout juste une semaine, samedi dernier. Joyeux anniversaire. On peut l'applaudir. Ça s'applaudit. Daniel, tu es chef de projet chez X-Space et non pas SpaceX. On est d'accord ? X-Space, c'est un métaverse. On va voir ce que c'est un métaverse, pourquoi il y en a plusieurs, etc. Auparavant, consultant en impression 3D, on a également avec nous Sébastien Puccio. Sébastien, tu es Territory Sales Manager Europe chez Exeon. Tout le monde a compris ce que c'était ? Heureusement, il va nous expliquer. Ça appartient à EDF Group depuis juin 2021. Auparavant, tu es cofondateur et PDG de SGAT Technologies, conseil et développement blockchain. Et encore avant, tu as été pendant 6 ans à la Société Générale en qualité d'analyste financier. Et tu vas nous parler notamment et nous éclairer sur tout ce qui est blockchain et autres. Donc nous allons parler métaverse, blockchain et formation dans l'univers dentaire. Métaverse est la contraction de méta et univers. Univers, en gros, c'est le monde virtuel. Mark Zuckerberg lance une bombe médiatique en octobre 2021 en renommant son groupe Meta. On passe de Facebook à Meta et il nous explique par là même au passage que l'Internet 2D, celui sur lequel on surfe grâce à un navigateur web, va mourir. Entendez-vous ça ? L'avenir du numérique sera en 3D dans un monde virtuel appelé Métaverse. Voilà ce qui nous attend. Alors ma première question, Bertrand, elle est pour toi. Elle est simple. On parle de Métaverse. Qu'est-ce que c'est concrètement, en quelques mots simples, un métaverse ? C'est un monde virtuel. Voilà. C'est simple. Donc, ça. C'est simple. Mais un monde virtuel, est-ce que pour ceux qui ont connu, on se rapproche de, à un moment donné, ce qui dans les années 2000, on a appelé Second Life ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est un monde. Oui. Alors pour l'instant, le monde virtuel métaverse n'existe pas. Il faut lire Snow Crash ou le Samouraï virtuel. C'est un livre qui est de 1992. Dont l'auteur a inventé le nom Métaverse. Donc si vous n'avez pas lu le livre, Neil forcément... Stephenson. Neil Stephenson. Donc c'est un monde où c'est plutôt de la réalité augmentée. Donc vous avez la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte et la réalité étendue. La réalité étendue comporte les 3 premières. Réalité virtuelle, vous avez un casque virtuel, vous vous coupez du monde pour aller dans un monde virtuel. La AR, la Augmented Reality, vous avez un casque ou des lunettes. Donc vous voyez la salle ici, vous me voyez, puis derrière, il y a les sponsors, Coca-Cola, L'Oréal, par exemple. Donc ça, vous voyez, vous ne coupez pas le lien entre humains, et ça rajoute de l'information dans le lieu où vous êtes. D'ailleurs, le livre, c'est ça. Vous marchez dans la rue, et vous pouvez rencontrer un combattant qui veut faire un combat avec vous au sabre. Vous êtes dans la rue, mais vous vous battez au sabre. Et vous pouvez tuer votre adversaire, naturellement, vous ne le tuez pas vraiment. Mais vous tuez son avatar. Et quand vous tuez son avatar dans le livre, c'est très néfaste, forcément, à la personne qui avait cet avatar. Donc, en l'occurrence, ça, c'est la réalité augmentée. La réalité mixte, c'est un peu des deux. Et la XR, c'est les 3, c'est-à-dire que c'est utilisé surtout en audiovisuel,
broadcast professionnel. C'est-à-dire que quand vous voyez la speakerine à la télévision, vous montrez la carte météo, le studio il est vert. Il n'y a rien, pas de carte météo, elle a un écran. Et on incruste sur ce fond vert ce qu'on veut. Et maintenant, il y a la même chose avec, c'est plus un écran vert, c'est un écran LED. Donc le fond derrière moi, c'est un écran LED et je suis sur la plage à Monaco. Et vous ne voyez pas que je ne suis pas sur la plage à Monaco, que je suis à l'UNPPD dans le 11e. Donc ça, c'est... Normalement, c'est l'inverse. On est sur la plage à Monaco et on fait croire qu'on est à l'UNPPD. Voilà. Donc ça, ça permet de faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant, c'est-à-dire faire un cours sur la plage. Tout le monde pense que vous êtes sur la plage. Donc, vous choisissez votre décor et le décor peut être interactif. Le décor est traqué en temps réel par les caméras. Et dans ce décor, vous pouvez faire venir des avatars. Donc, mais là, quand tu dis ça, j'ai des lunettes, j'ai pas de casque. Là, je suis vraiment devant mon ordinateur. C'est-à-dire, non, c'est la personne qui regarde sa télévision ou son ordinateur pense qu'il y a une cinquième chaise ici et Ronaldo. On est en train de parler avec Ronaldo. Lui, il est chez lui, dans sa villa. Il est filmé chez lui en temps réel. Mais le téléspectateur, il croit vraiment qu'il est là. C'est la réalité virtuelle plus la réalité augmentée. Et lui peut interagir avec moi ? Et bien sûr, il a un micro. Quel matériel il a de chez lui pour Il a une caméra et un micro. Et comment il fait pour un fond vert. Et comment il nous voit en fait ? C'est que nous, il a un retour. Donc nous, on a forcément un système ici qui pareil, capte... Pareil, voilà. Ouais. Donc ça, c'est l'équipement qu'il existe. Bien sûr, c'est un peu cher, mais disons que l'université peut l'acquérir parce que là, on va parler, par exemple, pour faire donner des cours. Mais les chaînes de télévision, forcément, eux, ils s'en servent régulièrement depuis assez longtemps. Les fonds verts, moi, j'ai fait de la vidéo dans les années 90, il y avait déjà le fond vert. Donc, avant, d'ailleurs, c'était pas vert, c'était bleu. Donc, bon. Alors, avant de repartir sur l'application, qu'on comprenne bien déjà, qu'on pose bien le décor, réalité virtuelle. Donc, quand on parle de réalité virtuelle, on est d'accord qu'on parle de métaverse. Donc, c'est un autre mot, en fait, pour dire quelque chose qui existe déjà. C'est une partie des outils du futur métaverse. En fin de compte, le métaverse, pour l'instant, Daniel l'expliquait tout à l'heure, il y a les outils. La blockchain, c'est un outil, les tokens, c'est un outil, les NFT, c'est un outil, les serveurs, les calculateurs 3D, les logiciels 3D. Tout ça, c'est des outils. Tous ces mots-là, on va en discuter tout au long de la table ronde. On ne va pas les reprendre un par un, mais là, tout au long de la table ronde, on va savoir ce que c'est. Non, mais la 3D, il y a des prothésistes ici, 100%. La 3D, je crois qu'on l'a, c'est bon ça. Voilà, c'est pour ça que je suis tombé dedans, parce que c'est un métier qui m'a ouvert les yeux sur la 3D. Ça, c'est clair et net. La 3D, vous pouvez tout faire. Quand tu parles du samouraï virtuel, donc un livre de Neil Stephenson, donc roman d'anticipation purement très dystoptique, qui apporte une vision de l'avenir peu reluisante, on ne parle pas de métaverse, là on parle de réalité virtuelle à ce moment-là. Plutôt de la réalité augmentée. Dans le livre, il a un casque, il voit le monde réel. Et là, est-ce qu'on est déjà, est-ce qu'on est déjà sur la notion de métaverse ou pas ? Parce qu'il voit une réalité augmentée, mais c'est-à-dire qu'il voit une réalité qui n'existe pas. Donc un méta-univers ou pas ? Elle existe dans un monde parallèle. C'est-à-dire qu'il y a le monde réel et le monde parallèle. Donc la réalité virtuelle, c'est vraiment, vous avez un casque et vous voyez pas l'extérieur du monde. Alors il y a certains casques maintenant où vous avez deux caméras devant, vous voyez ce qui se passe dedans et dehors. Et ça, c'est de la réalité augmentée. C'est plus de la réalité virtuelle. C'est une brique au-dessus. D'après moi, dans 5 à 10 ans, le téléphone sera dans votre poche. Pour les premiers, il y aura un fil qui ramènera sur vos lunettes pour batterie et ordinateur. Et tout le monde aura des lunettes et tout le monde pourra voir. Et moi, je pourrais voir son laboratoire parce qu'au-dessus de lui, il y aura son laboratoire. Lui, je sais pas, il est fan de voiture, il a sa voiture. S'il veut bien laisser la personne voir son monde virtuel. Donc, chacun pourra avoir son monde virtuel. Donc en fait, oui, on différencie bien le métaverse d'un univers totalement virtuel qui fait complètement abstraction de l'univers réel, de la réalité augmentée, finalement, qu'on utilise. Alors, peut-être pas tous, mais quand on va, il y a des applications. Si je suis touriste à Paris, oui. Mon application, je le mets sur la Tour Eiffel et tout d'un coup, je vois la Tour Eiffel et à côté, je vois écrit des informations sur la Tour Eiffel. Où tu vois la Tour Eiffel se monter avec les images d'époque. Il y a même une application que j'ai vue, tu es dans ta voiture, donc tu as un rétroprojecteur sur ton pare-brise, tu roules dans ta voiture et il est marqué abbaye du XVIe siècle. Il reste une tour. Et automatiquement, sur ton pare-brise, tu vas voir l'abbaye comme elle était à sa splendeur, c'est-à-dire non détruite.
Voilà, et même si avant c'était un temple romain, ça va te dire, voilà, avant c'était un temple romain. Donc ça, c'est la réalité augmentée. Donc là, on parle c'est pas la de- réalité physique Ouais. qui est augmentée par de l'information et forcément 3D. Le métaverse ne marche pas sans 3D. Donc, Mais attention, parce que là, tu nous dis le métaverse ne fonctionne pas sans 3D, mais ça veut dire que la réalité augmentée, on dit que ça fait partie du métaverse ou c'est complètement à part ou c'est comme tu le non, dis, ça une fait brique partie, c'est une brique. D'accord, donc la réalité augmentée, pour moi, en c'est fait, la brique principale. le métaverse est quelque chose de très global dans lequel on a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, toutes ces choses-là. C'est comme si, je vais faire une application pour prothésiste, tu as le modèle du patient qui est devant toi, tu mets tes lunettes et tu vois le visage. Tu tournes le modèle et le visage il tourne en même temps. Tu vois son sourire. Tu vois la vidéo qu'elle a été faite par un scanner 3D, donc en 4D. Donc là, c'est de la réalité augmentée qui fait partie des métaverses, en fait. Voilà. Après, c'est un peu comme l'impression 3D. Quand j'ai commencé à m'intéresser en 2000, il y a longtemps, en 95, à l'impression 3D, il n'y avait pas vraiment de business model sur l'impression 3D, c'était un savoir-faire. Donc la blockchain, je suppose, c'est un savoir-faire. Les gens qui savent faire peuvent en déduire un business model ou un service. Donc l'impression 3D, dans les années 90, forcément, quand j'arrivais chez un client, elle me dit « Tu peux me faire ça ?» Je dis « Oui ». Pour quand ? Vendredi, tu l'as, on est lundi, vendredi. C'est pas possible, c'est impossible. Le graveur, il me prend 3 mois, ou 3 semaines, ou 4 semaines. Je dis moi, je l'imprime en 3D. Il dit mais ça n'existe pas l'impression 3D. Voilà, donc c'était un savoir-faire. Les gens communiquaient pas sur les outils qu'ils avaient. Pourquoi ? Alors, on a ce livre qui sort, qui est un petit peu vraiment le livre qui parle pour la première fois de cet univers virtuel, etc. Pourquoi on a Second Life qui arrive dans les années milieu des années 2000 à peu près, qui fait un énorme buzz et après qu'on a l'impression qu'il s'éteint. Alors, j'ai regardé pour préparer cette table ronde, Second Life existe encore. Ça existe encore. C'est-à-dire qu'on a Second Life qui existe et qui devient quelque part qui reprend des couleurs parce que là on parle de métaverse, donc Second Life est un métaverse qui est celui qui a le plus d'expérience par définition. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais ça c'est Daniel peut-être qui nous le dira. Et donc Second Life existe. Mais pourquoi on a à un moment donné, déjà en 90 on parle d'univers virtuel, réalité augmentée dans les années 2000 avec nos téléphones, fin 2000, donc début 2010 avec nos téléphones, Second Life qui arrive, puis après plus rien du tout. Et ça n'a pas du tout explosé. Et là, ça y est, on a Mark Zuckerberg qui nous dit métaverse. Et là, on s'est dit, tout va disparaître, ça va être maintenant métaverse. Pourquoi ça n'a pas explosé avant ? C'est toujours le business model, comment tu gagnes de l'argent. C'est pas évident. Moi, ça m'est arrivé, je reprends toujours l'impression 3D parce qu'il y a plein de startups en 2013, 2014 et 2015 qui se sont montées autour de l'impression 3D, même avant Sculteo en 2009. Sculteo n'a jamais gagné d'argent, à mon avis. Il faisait du B2C avec un truc qui utilisait que par les professionnels. Quand je l'ai rencontré en 2013, je lui ai dit mais moi je suis dans un département de B2B, c'est ce que je fais déjà. Le mec il m'a envoyé bouler. Puis 2 ans après, dans les échos, il dit bah ouais, le B2C ça rapporte pas, on va faire du B2B. Bah oui d'accord, mais bon, je te l'avais déjà dit en 2013 et je suis juste utilisateur. Et je peux te dire qu'une machine d'impression 3D, les prothèses qui sont là, ils ont dû faire une formation. C'est pas un outil comme ça que tu achètes, tu appuies sur un bouton, ça marche. Il faut un bon fichier, etc. Donc, il faut un business model. Mais trouvez-moi des business models déjà en impression 3D, alors que ça existe depuis, à la mode depuis 2013. Toutes les startups que j'ai aidées, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore ouvertes, qui faisaient de la prestation d'impression 3D. Parce que Crazy Glass, il a commencé en 93, il avait plus de 50 machines. Il n'a pas attendu la petite startup comme Sculteo qui va faire de l'impression 3D en ligne. Il a juste changé le business model, c'est-à-dire à la place d'envoyer un fichier, tu fais un devis, tu as ta pièce. Quand tu signes le BL et tu as ta pièce, il a juste, changé le business model de vente de la prestation en utilisant le web. Voilà. Donc, là, pour le métaverse, c'est donc pareil. en fait, le métaverse, c'est une technologie quelque part qui existe depuis longtemps, parce qu'on parle de plus de 10 Alors, ans. c'est des blocs. Alors, c'est des blocs de technologie qui existent depuis longtemps, mais pour qui certaines, n'étaient pas matures en fait. Et qui ne peuvent pas être matures du fait que tout le monde ne peut pas se brancher sur un monde virtuel en même temps. Là, ça va sauter. Ça n'existe pas. Voilà. C'est pour ça que ça n'existe pas. Quand vous lisez le livre, vous pouvez imaginer le monde de demain, quoi. Voilà. Alors, le monde dans le livre est un peu chaotique, mais dans un monde parfait, c'est un monde presque idéal. C'est-à-dire vous avez moins de problèmes. Tu es en train de dire qu'on ne vit pas un monde parfait en ce moment ? Non, je ne crois pas. C'est pour ça d'ailleurs même que les politiques sont intéressés par le phénomène. Il y a un rapport que vous pouvez télécharger sur Internet de Bachelot et du ministre des Finances sur le métaverse qui a été demandé.
Voilà, c'est même pas dans le dictionnaire. Donc. Alors en parlant de ce qui n'est pas dans le dictionnaire, ou qui vient de rentrer dans le dictionnaire d'ailleurs, et ça va nous faire notre lien aussi avec la blockchain, tu as parlé de NFT tout à l'heure, un outil du métaverse. Tu peux nous expliquer ce qu'est le NFT ? Je sais pas, peut-être que tu peux prendre la parole. Ouais, parce que là c'est vraiment très technique. Sébastien Puccio, NFT, qu'est-ce que c'est ? NFT, non-fungible token, donc un token non fongible. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que c'est un token unique. Donc c'est comme si on avait quelque chose, alors un token c'est un jeton, qui a une sorte de numéro de série qui est unique et dont on peut mettre n'importe quelle information dedans. N'importe quelle information. Alors on connaît sûrement, les gens ont entendu parler de tout ce qui était les singes, les bored apes, parce qu'en fait c'est juste une image qui a été incrustée dans un NFT. Mais en soi on pourrait imaginer que dans un NFT il y a tout type de données. Et donc théoriquement derrière, on peut aller très loin sur le grand public sur de l'identité. Donc moi j'ai mon NFT qui m'appartient où j'ai toute mon identité dedans. Donc en gros, toi tu as une sorte de boîte dans laquelle tu as tout ce que tu es et qui est dans un monde virtuel et qui t'appartient. Et ça, cette boîte-là, on appelle ça alors mon NFT, il est stocké dans un portefeuille électronique qui est mon portefeuille de crypto à la base, où je peux aussi mettre de la crypto-monnaie par exemple, mais je peux mettre des NFT aussi dedans. Et donc c'est comme un portefeuille normal, sauf que c'est un portefeuille numérique où dedans je peux avoir des crypto-monnaies et des NFT. Et ce portefeuille, il m'appartient à moi. Quel intérêt tu as d'avoir ton NFT avec tes données personnelles à l'intérieur dans ce monde virtuel ? C'est de redevenir maître de ces données. En fait, aujourd'hui, les données, elles appartiennent à qui ? Aux entreprises qui stockent ces données-là. C'est eux l'organe de contrôle, c'est eux l'intermédiaire, et c'est eux c'est l'intermédiaire de confiance qui va stocker ces données-là. Aujourd'hui, je ne sais pas, ma carte vitale, tous ces trucs-là, elles sont au niveau du gouvernement, d'entités privées. Le NFT, il m'appartient à moi. Dans mon portefeuille électronique, c'est moi qui suis propriétaire de ça. Je suis propriétaire, pourquoi ? Parce que je détiens ce qu'on appelle une clé privée, avec la clé privée, je peux utiliser ce portefeuille. Et si quelqu'un d'autre a la clé privée, il peut utiliser le portefeuille, mais théoriquement, je suis le seul à avoir cette clé privée. Au quotidien, ça change quoi ? Tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Facebook, tu as mis donc des informations sur Facebook qui, par contrat, aujourd'hui peuvent être utilisées par Facebook, puisque c'est de la data. Quelle est la différence entre toi qui fais ça comme moi, mais qui n'est pas de NFT avec un coffre-fort avec dedans mes données, et toi qui as tes données ? C'est quoi la différence ? Je vais pouvoir décider de quelles données je vais devoir partager avec Facebook, par exemple. Aujourd'hui, Facebook, c'est eux qui détiennent toutes vos données. Tout ce que vous faites sur Facebook appartient à Facebook. Vous n'avez aucun contrôle dessus. Alors, il y a des lois européennes quand même qui permettent justement de faire des demandes, etc. Mais c'est un long parcours, c'est pas facile. On ne sait pas si Facebook supprime réellement des données, des choses comme ça. Moi, demain, avec mon portefeuille électronique, mes NFT, je vais pouvoir décider à qui j'ouvre ces données-là, qui est-ce qui peut les utiliser et quand est-ce que je vais fermer justement cet accès à ces données-là. C'est ça que ça change en fait. Et on replace en fait l'utilisateur, n'importe quelle personne, au centre justement de ces données-là. On reprend le contrôle sur ces données. Exactement. Alors, on parle de NFT. Donc NFT, on l'a vu beaucoup dans l'univers de l'art aussi, pour pouvoir acheter de l'art virtuel sur les métaverses. Ouais. Du coup, j'ai quoi quand j'achète si je peux acheter un Rembrandt sur oui, mais en fait, théoriquement, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'en fait, c'est juste que c'est des cas d'usage qui sont sortis. Des gens se sont dit, tiens, je vais faire des images, je vais faire des singes virtuels. Et les gens, il y a eu un engouement. Et en fait, voilà. C'est pas forcément le meilleur côté, on va dire, des NFT et de la blockchain, l'utilisation de la blockchain. Parce que théoriquement, c'est censé juste dire quoi ? C'est que moi, je détiens cette image, cet outil. Et donc, théoriquement, si on se dit que derrière, on va l'appliquer à l'art réel, on va se dire je suis détenteur de tel ou tel art. C'est juste que, après c'est chacun décide, mais est-ce que réellement ces singes, les bored apes, c'est vraiment de l'art ? Est-ce que vraiment ça a du potentiel ? Alors oui, parce que les gens ont voulu les acquérir, les gens avaient de l'argent. En fait, c'est aussi parce que depuis des années, il y a des gens qui sont devenus très riches grâce aux crypto-monnaies qui se sont dit tiens, je vais acheter tout ça. Donc c'est plus facile, ils dépensent de cette façon-là. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon aussi. C'est peut-être que c'était la seule façon qu'ils avaient de dépenser leur crypto-monnaie aussi aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est clairement un sujet. C'est que les gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans la crypto, ils n'ont pas pu la sortir, parce qu'il y a des taxes, parce qu'il faut les déclarer. Alors, on va pas rentrer dans ça, mais du coup, ils se disent, mais qu'est-ce que je peux acheter virtuellement ? Tiens, je vais acheter des NFT, je vais acheter des terrains dans le métaverse aussi. Mais des terrains, aujourd'hui, on a vu, il y a eu un énorme engouement, il y a eu des sociétés privées, des grands groupes qui ont acheté des terrains. Aujourd'hui, ça se casse un peu la gueule, parce qu'il n'y a pas de vraie application encore derrière. Alors, on parle de NFT, et là, tu as parlé de blockchain. Alors, dans la salle, qui maîtrise totalement le concept de blockchain ?
Oui, évidemment. Alors, du coup, on va passer le micro, mais on va revenir sur toi après, Sébastien. On va passer le micro à Daniel. Daniel, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce que tu... Ah, alors c'est plus Sébastien, Parce d'accord. que j'aurais peut-être dû commencer par qu'est-ce que c'est que la blockchain. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Alors, la blockchain, pour essayer de faire le plus simple possible, c'est une nouvelle technologie de base de données. Et on va voir comprendre pourquoi, justement, c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de bases de données qui existent et qui sont détenues par des acteurs privés. Vous avez tous Google Cloud, iCloud, j'imagine. Ces données-là, elles sont détenues par les GAFAM, donc les Google, les Amazon, les Facebook, les Microsoft. Et en fait, c'est des sociétés privées. C'est elles qui ont le contrôle sur cette base de données, sur ces données-là. On en revient à la donnée. Et en fait, aujourd'hui, la blockchain, qui est en fait juste une combinaison de plein de technologies, hein, et c'est un peu comme le métaverse. Ce que disait Bertrand, c'est que c'était des briques qui ont été assemblées, qui ont créé le métaverse. C'est la même chose avec la blockchain. La blockchain n'a rien inventé en termes de technologie. C'est de la cryptographie combinée à du peer-to-peer, donc de l'échange pair à pair, avec plusieurs technologies qui, combinées, ont créé la blockchain. Et la blockchain, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est une base de données qui est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la donnée. Tout ce qui est enregistré dans la blockchain ne peut pas être modifié. Ou alors, si on la modifie, il y a une traçabilité de la modification des données. Et surtout, elle est décentralisée. C'est-à-dire qu'elle n'appartient à personne. Elle est partagée par des millions d'ordinateurs en même temps qui vont partager ce qu'on appelle un ledger, donc c'est le même registre. C'est comme si c'était un très grand livre comptable où toutes les transactions, tout ce qui se passait sur la blockchain était enregistré ligne par ligne. Donc toutes les données qui sont échangées sur la blockchain sont enregistrées. Pourquoi c'est absolument pas piratable? Parce qu'il y a des millions d'ordinateurs qui partagent en même temps le même registre. En gros, il faudrait par exemple hacker 51%. Pour la blockchain Bitcoin, il faudrait hacker 51% de tous les ordinateurs en même temps. Parce que en fait, la blockchain, alors en l'occurrence la blockchain Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est créé. Et en fait, ce bloc, tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières minutes est enregistré dans ce bloc. Et ensuite, il y en a un autre qui est mis à la chaîne. C'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain. C'est parce que c'est des blocs qui sont mis à la chaîne. Et donc, c'est impossible de hacker tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte par rapport à la puissance de calcul qui est utilisée sur Bitcoin, il faudrait 10 fois le budget de l'armée américaine pour pouvoir avoir la puissance de calcul nécessaire pour hacker 51% de la blockchain Bitcoin. Donc, autant dire que c'est compliqué. Donc voilà. Et donc, au final, et tu l'as dit juste avant, enfin au tout début, tu l'as dit, toi, la blockchain, c'était l'argent, la crypto-monnaie. Pourquoi c'est la crypto-monnaie qui a explosé, qui a fait parler de la blockchain? C'est parce qu'on parle d'échange de valeur. Quand Alice, c'est toujours utilisé, Alice envoie de l'argent à Bob, par exemple, qu'est-ce qui est intéressant derrière, dans l'échange de valeur? C'est qu'il est enregistré sur la blockchain. Donc il est certifié, il est immuable, et on n'a plus besoin d'organes de contrôle. Aujourd'hui, moi, quand j'envoie de l'argent à quelqu'un, je passe par une banque. C'est la banque qui est l'organe de contrôle, c'est lui qui est le tiers de confiance qui va certifier le fait que j'ai envoyé de l'argent à quelqu'un par un virement ou que j'ai payé dans un établissement. Donc il y a l'autre intermédiaire, ça va être avec ma carte Visa, c'est Visa l'intermédiaire de confiance. Avec la technologie blockchain, on n'a plus besoin de ces intermédiaires parce que c'est la technologie qui sert de tiers de confiance qui va enregistrer ce qui se passe. Et c'est là où ça prend toute sa puissance. C'est pour ça que la crypto-monnaie a explosé. Parce que des monnaies virtuelles, ça existe depuis toujours. Hein. Dans des jeux vidéo, sur des plateformes, il y avait on pouvait avoir des tokens, des choses comme ça. Sauf qu'il n'y avait pas la technologie blockchain derrière pour enregistrer ces transactions et certifier ces échanges-là. Bertrand, par rapport à la question qui a été aux informations que nous a donné Sébastien, on a parlé métaverse, on a parlé blockchain, mais ça veut dire que la blockchain est indispensable à l'univers de développement du métaverse, parce que si on veut que ce métaverse se développe, il faut une assurance de validation ou de sécurité des données, à la fois dans les échanges et de mes données personnelles. Donc en fait, la blockchain est complètement intrinsèquement liée au développement du métaverse. Yes. Je peux répondre que oui, parce que, comme il l'a très bien expliqué, tout est marqué. Tu ne peux pas dire 3 semaines après, maintenant je ne l'avais pas dit, les gars. Ou je ne l'avais pas fait, ou alors je ne t'avais pas payé, ou alors je t'ai payé. Ce n'est pas vrai. Donc là, c'est visible par tous. Donc forcément, c'est un bloc, sans jeu de mots, primordial. Naturellement, ce bloc-là est rattaché à des serveurs informatiques, à des calculateurs. Si c'est la 3D, par exemple, forcément, il faut que l'image se déplace en temps réel, par exemple. C'est du calcul derrière. Ça ne se fait pas comme ça en claque des doigts. C'est pour ça que ça n'existe pas vraiment. C'est pour ça qu'il y a certains mondes virtuels qui sont des jeux. Dès que tu es plus de 30, ça bug. Tu ne peux même pas rentrer dans la salle. Toi. Voilà. Donc, c'est le calcul informatique et le calcul 3D en temps réel est vachement important. Tout est marqué sur la blockchain
Donc ça, c'est la garantie que tout se passe bien. C'est-à-dire que dans le livre, là, dans le livre de Métaverse, on voit... Armoire virtuelle. C'est un peu comme, disons, un Mark Zuckerberg qui devient fou et qui veut justement attaquer la blockchain en disant, voilà, je vais influencer sur le calcul informatique, hein, pour récupérer de l'information. Mais t'es en train de dire que Mark Zuckerberg n'est pas fou, en fait? Non, je sais pas, je connais pas. Je peux pas dire. Mais alors, par contre, si je reprends ce qu'il a dit, effectivement, il est fou parce que il vit avec Facebook et il veut aller dans le métaverse. S'il va dans le métaverse en utilisant la blockchain, les données sont plus à lui. Donc, il peut pas les monétiser sans votre accord. Donc forcément, il se tire une balle dans le pied. Donc effectivement, il peut être fou. Bah oui, mais et c'est pour ça peut-être que son action a chuté, parce que les investisseurs, ils sont pas idiots, ils font appel à des cabinets d'audit, ils disent c'est quoi ça? Est-ce qu'il n'applique pas tout simplement sa pensée d'origine quand il a créé Facebook, où on lui a dit mais t'es fou, tu vas pas gagner d'argent puisque le service est gratuit, qu'au début personne n'y croyait, qu'il a créé Facebook et qu'aujourd'hui en France on a 49 millions d'utilisateurs Facebook. Est-ce qu'il n'est pas dans cette ligne droite en fait et qu'au final il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde? C'est possible c'est possible qu'il ait une idée de business model. Tu voulais dire quelque chose? Alors on va passer la parole. On va passer la parole à Daniel. Donc Daniel, dis-nous. Donc bonjour à tous. Donc moi j'étais le fou en 2013 qui a parlé de la crypto. À la base je suis arrivé en crypto-monnaie quand il y avait les fameux MLM. Donc on parlait de Redis-nous, MLM marketing réseau. Donc moi la réseau... MLM c'était des petits bonbons à la base, donc c'est marketing réseau. Ok. Donc aujourd'hui, moi j'étais le fou justement quand on m'a dit mais la blockchain, la crypto, ça ne marchera jamais. Donc j'étais à l'époque où le Bitcoin faisait à peine $200. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il fait plus de $50,000. Donc aujourd'hui, on peut s'imaginer, depuis 2013, il s'est placé plein de choses. Donc ça veut dire que tu achètes un Bitcoin en 2013, tu l'achètes $200. Et aujourd'hui, avec un Bitcoin à $200, tu as $50,000. Entre autres. Donc tu en avais acheté 2, tu as $100,000. Entre autres. 3, tu as 150. Mais par contre, tu ne peux acheter que des NFT. En parlant des NFT, on a bien parlé de l'art. Pour moi, un NFT, c'est un écosystème. D'accord. À part entière. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on est avec des prothésistes et on parle un sourire peut être un NFT. Hein. Et aujourd'hui, on sait que... C'est-à-dire que sur mon avatar, dans mon univers virtuel, je peux m'acheter à un moment donné un sourire. Un sourire d'un rappeur avec plein de diamants. En NFT qui n'appartient qu'à moi. Exactement. Et que mon avatar a à avoir. Donc je m'achète un sourire virtuel. Qui je peux utiliser derrière, soit pour des fins marketing ou commercial. Donc imaginons mon sourire, je suis mannequin de sourire parce que j'ai un joli sourire. Ça peut me permettre dans la blockchain de jamais me faire voler mon sourire, que quelqu'un d'autre l'utilise à mon issue. Donc aujourd'hui, des applications... sont possibles. Ça n'existe pas. Il faut le créer. Hein. Donc aujourd'hui, comme je vous ai mis par mail, aujourd'hui, moi, je suis venu pour mettre le mot transition en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute une transition à mettre en place. On ne se rend pas compte, quand on parlait il y a 10 ans du Bitcoin, de l'impact que ça pourrait faire. Et aujourd'hui, on se rend compte avec une guerre stupide, pardon à tous, hein, que la crypto peut être quelque chose qui peut changer le monde. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie est un bloc, comme Bertrand a cité, mais la métavers, c'est tout un univers où je vous invite tous à venir et qu'on participe et qu'on fasse des jolies choses ensemble. Pour la petite anecdote, on a parlé des mondes qui n'existent déjà aujourd'hui. Decentraland a une valeur estimable sur le marché 1,3 milliard de dollars. Combien d'utilisateurs sur la plateforme pensez-vous tous les jours? Un petit chiffre? 100 000, 200 000? 36 personnes par jour. Ah. Sans service, sans réel impact. Un autre Facebook 2.0 n'est pas aujourd'hui intéressant. Si on crée un monde axé B2B, où on peut intégrer les fournisseurs, les intégrateurs, le comptable, la juriste, tout le monde, où les tâches
ils seront répertoriés et on peut faire tâche par tâche. Et on a un mail qui nous dira « Ah, attends, Bob, tu as oublié d'envoyer ton mail, tu n'as pas fini vendredi. » Aujourd'hui, toutes ces tâches ils pourraient être intégrées. Donc, au lieu de... j'ai rien contre les secrétaires, mais aujourd'hui, la blockchain pourrait être notre secrétaire, un écosystème qui aujourd'hui peut nous assister. Donc aujourd'hui, on parle de Alice ou Siri. Pour moi, la blockchain, le NFT est un peu la même chose. En fait, je pense que le problème de compréhension, c'est qu'on on réfléchit métaverse en partant de nous comme on réfléchit à un nouvel univers. Mais en fait, c'est une déclinaison, alors, en t'écoutant, Daniel, tu me dis si je me trompe, mais c'est une déclinaison de ce qui existe déjà sur Internet, sauf que c'est une autre façon de fonctionner. Tu parles du sourire, parce que quand tu dis sourire, forcément, j'ai en NFT un sourire qui m'appartient, qui est un sourire dessiné, qui correspond à celui d'un rappeur XY, et ça peut être moi à un moment donné, parce que je suis mannequin, ma marque de fabrique, etc. Quelque part, est-ce que ça correspond, et tu me dis si mon analyse est fausse, ou si elle est bonne, est-ce que ça correspond pas à aujourd'hui, pour vendre le sourire que je fabrique dans mon laboratoire, je vais prendre une photo d'un sourire que je vais mettre en pleine page d'un magazine, et quelque part, c'est un vrai sourire que j'ai fabriqué, mais qui est faux, parce que c'est l'image d'un sourire, et de dire, voilà, regardez cette photo, c'est ce que je vends, et cette photo, elle m'appartient, elle est dans le magazine, j'en suis propriétaire, et ça correspond à ce que je vends. Et quelque part, si j'ai un avatar à un moment donné dans un métaverse, avec un sourire qui m'appartient, que personne d'autre peut faire, parce que c'est une photo d'un sourire que j'ai fabriqué, et c'est l'avatar de mon sourire, et du coup c'est une publicité de mon sourire pour mon laboratoire réel, physique. Est-ce que j'ai bon ou pas ? Complètement. D'accord. Complètement. Aujourd'hui, nous, on bosse avec des intégrateurs que je ne peux pas citer aujourd'hui, vous m'excusez. Mais aujourd'hui, l'intérêt, c'est vraiment de faire une virtual production où toute entreprise pourrait bénéficier d'un NFT, pas juste d'une image, mais justement de ce qu'on vient de dire, une sorte de planche à billets, si je peux appeler ça comme ça, qui peut faire justement des marketing sur un salon. On en parle des salons. Aujourd'hui, quand on se rend au salon, on voit les salons désertiques. Et aujourd'hui, quand on se rend compte avec un monde virtuel, on pourra justement redonner envie aux gens de venir sur un salon. Comme ici aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de serrer des mains et dire bonjour. Mais est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui, demain, faire ce genre d'event chez vous, avec l'équipement nécessaire? Et vu qu'on a passé le temps Covid, on était tous en Teams, en Zoom, on a vu ce que ça fait. Pas mettre la caméra parce que j'ai pas de short en dessous, ou peu importe, j'ai la chemise là-haut. On s'est habitué comme ça. Mais est-ce que notre avatar pourrait pas prendre justement le dessus? On l'habillerait, on le donne le iPhone. On l'habille avec des vêtements qu'on achète dans le métaverse, avec des NFT, des bitcoins grâce à la blockchain. Exactement. Enfin, je comprends vite. Le bitcoin aujourd'hui, c'est le plus gros. On peut aujourd'hui nommer des milliers de crypto-monnaies qu'on peut même créer nous-mêmes aujourd'hui. Alors, Docteur Sophia Wari, tu es avec nous pour parler formation. Parce que là, on a bien compris, je crois, que ce qu'est la métaverse. On dit le ou la métaverse ? Le métaverse. Le métaverse. On a parlé blockchain, on a parlé de toutes ces choses-là. Quelle application cela pourrait avoir ? Alors, notamment en partant de ce que tu fais toi, qui est de la formation. Prothésiste dentaire, chirurgien dentiste, donc part de ça, de qu'est-ce que tu fais, donc quel est ton objectif toi en tant que praticienne hospitalière, enseignante, chercheuse, dans la formation chirurgien dentiste, prothésiste dentaire, quel est ton credo ? Donc en fait, moi, le constat en fait actuel qu'il y a au niveau des facs de chirurgie dentaire, et notamment à Paris, c'est que en fait, les étudiants en formation initiale ont un gros pôle santé. Et ce pôle santé, il est en direct B2B entre le chirurgien dentiste et le patient. Donc dans cette histoire, le prothésiste dentaire est quasiment inexistant. C'est pourquoi moi, de ce constat, mais aussi de la demande de nos étudiants, donc futurs chirurgiens dentistes, c'est de comment est-ce que je peux me placer en tant que nouveau diplômé par rapport au traitement de mon patient en intégrant la partie
donc indirect. Donc tout ce qui est indirect, c'est tout ce qui fait intervenir les prothésistes dentaires. C'est-à-dire que le dentiste ne peut pas faire au fauteuil ce dont le patient a besoin. À partir de là, moi j'ai pensé à un complément de formation avec, en mettant en réel des prothésistes dentaires avec des chirurgiens dentistes au cours de formation, mais des formations assez pratico-pratiques. Ben voilà, j'ai un patient lambda, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Comment je vais communiquer avec mon prothésiste? Donc, il y a tout un panel de communication avec un S qu'il faut un petit peu leur expliquer. Comme m'a dit Geoffroy Regoubi ce matin, c'est jamais enseigné. Et effectivement, même à ce niveau-là, après 6 ans d'études, les partenaires d'action de la santé de nos patients n'existent pas. C'est incroyable ce constat quand même que tu fais là. Oui. Voilà, donc ça c'est le constat. Et tu viens de te faire plein de nouveaux amis. Voilà, bon. Et du coup, moi ce que je voudrais faire, c'est faire une formation continue de courte durée, c'est-à-dire pas plus de 1 ou 2 jours, avec des points assez précis, des cycles. Ça peut commencer par un cycle d'initiation déjà, où on essaye de partager déjà le même vocabulaire entre prothésiste et dentiste. En fonction de mon cas clinique, est-ce que j'ai besoin de l'aide en amont de mon prothésiste dentaire ou bien je peux faire par moi-même et faire la finalisation par mon prothésiste dentaire? Là se posent des questions. Dans quel cas de figure je suis en fait? Les étudiants ne savent pas. Parfois, il y a des étudiants qui sont très ambitieux, vont aller se lancer dans un traitement et se rendre compte que j'ai déjà commencé à agir et en fin de compte, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Donc il y a déjà ce point très important. Et puis après, au fur et à mesure, on ajouterait des cycles de perfectionnement, d'expertise, un autre cycle intégrant purement les outils numériques, parce que je fais bien la dichotomie entre ce qui est assez conventionnel et tout ce que peut nous apporter les outils numériques. Et aujourd'hui, pour un praticien encore inexpérimenté, je pense tout à fait que les outils du numérique, ça va de l'assez simple à partir de communiquer. En fait, ça commence par la communication du patient au prothésiste dentaire. Donc, il existe des scanners faciaux, des photographies à l'échelle du visage, à l'échelle du sourire, à l'échelle dento-gingivale. Et toutes ces informations, je suis peut-être désolée de vous le dire, mais vous ne les avez pas en fait. Et après, on accumule des erreurs ou des non-sens. Et ça fait qu'à la fin, le patient est insatisfait. Et un patient insatisfait, malheureusement, il ne va pas trop aller voir celui qui a fait sa prothèse, mais celui qui lui a posé. Donc ça fait parfois des incompréhensions, voire même des patients procéduriers qui vont aller vraiment porter plainte. La dentisterie parisienne est, je pense, classée au premier niveau avec des patients ultra exigeants. Où, en fin de compte, ça, c'est le reflet de quoi? À la base, une mauvaise communication entre prothésistes dentaires et dentistes. Et c'est pour ça que je voudrais un petit peu essayer de briser la glace afin qu'il y ait une meilleure communication, tout ça pour le but ultime d'améliorer la santé de nos patients. Comment, en application par rapport à ce que tu dis, comment à un moment donné, de ton idée, on arrive à la discussion que tu as pu avoir après avec Bertrand Busson ici, présent, pour justement optimiser et développer justement cette optimisation de communication? Oui, alors là, ça passe au stade un petit peu assez pratico-pratique, où en fait, dans le métaverse, on peut avoir en fait une salle de travaux pratiques virtuels. Et là, on peut imaginer
avec des simulateurs, simuler tel ou tel cas clinique. Et là, en fait, on a au même moment un patient simulé, mais avec son praticien et son prothésiste dentaire, pour peut-être simuler un plan de traitement, et ça irait du coup beaucoup plus vite, parce qu'il y a aussi un aspect qui est très important dans cette histoire d'interprofessionnalisme et de mettre en action les différentes parties prenantes de la santé de nos patients. C'est en fin de compte d'optimiser le temps. Quand on peut optimiser le temps, tout le monde a y gagné, et comme on le sait tous, le temps c'est de l'argent. Donc les allers-retours entre le domicile du patient et le cabinet dentaire, parfois c'est énorme. Ça se compte à 5, 6 ou 7 fois lorsque les essayages ne vont pas. Le patient n'est pas satisfait de la forme, de l'esthétique, de l'alignement, de l'homothétie droite-gauche. Donc tout ça, ça permet de réduire cette perte de temps. Et du coup, si on peut optimiser en planifiant, donc ces outils de métaverse vont avoir un grand impact dans la planification, mais aussi dans tout ce qui est la partie pédagogie un peu améliorée, ça c'est autre chose. Là, on serait vraiment dans une université 4.0 où en fait, grâce à ces outils de métavers, on peut en fait optimiser différents facteurs, le facteur temps, le facteur espace et aussi le facteur humain. Et tout ça, en fait, ça serait dans un seul monde, et du coup, ça nous permettrait de gagner beaucoup de temps. Bertrand, comment on peut optimiser justement par rapport à ce que présente Dr Wary, Sophia, comment on peut à un moment donné développer cette notion de communication interprofessionnelle, donc entre le prothésiste et le chirurgien-dentiste, via le métaverse, dans la continuité de ce que nous explique Sophia? L'idée, nous, on a déposé un brevet dans ce sens justement d'Université 4.0 pour justement, je parlais de business model, hein. Là c'est un business model tout à fait trouvé. Elle vient avec une idée de formation prothésiste-dentiste. Je suis prothésiste, elle est dentiste, donc là le couple est parfait. J'ai dit, oui, effectivement, moi j'ai le problème en tant que prothésiste. Si on peut tout simuler, donc j'ai travaillé de 2009 à 2012 pour la société Didaptique, qui faisait un système de simulateur avec un bras haptique, c'est-à-dire vous aviez une pièce à main dans la main, et quand vous foriez de l'os virtuel, ça vibrait, etc. Donc c'était un simulateur pour apprendre à faire un cycle de forage en implantologie. Donc le praticien l'avait fait sur un cas réel, donc cas réel scanner, 3D, hein. Scanner médical égale 3D. Les informations ont été mises dans un ordinateur, compilées. Moi, j'imprimais en 3D le modèle, je le dupliquais, je le mettais dans la machine pour avoir une forme physique de placement de l'outil en bouche virtuelle, hein, donc casque de réalité augmentée. Donc on avait des lunettes. On voyait ce qu'on faisait avec la pièce à main. On voyait une vraie pièce à main dans sa main. Naturellement, on voyait le bras haptique et on pouvait voir le vrai patient ou la vraie patiente. Voilà. Et donc, on essayait de faire le même forage que l'enseignant avait fait en bouche. Puisque forcément, la 3D, c'est génial. Vous avez avant, et puis après, le praticien, il fait une radio de placement de l'implant, et vous pouvez comparer avant-après. Vous rentrez ça dans la machine, et l'étudiant faisait le trou, et ça vous comparait le trou fait par rapport au trou fait par le praticien, en pourcentage. Donc, je ne sais pas, moi, quand les premiers trucs pour regarder les teintes avec de chez Vita, là, en 2000, je ne sais pas, c'était en 2004, où ils m'avaient prêté la machine, et nous, quand on faisait une dent en céramique, on contrôlait pour essayer d'avoir à 100%. C'est quasiment impossible. En tout cas, je ne sais pas comment ça a changé, mais c'était impossible. On arrivait, je crois que le plus qu'on est arrivé, c'est 76%. C'est déjà balèze, hein, parce que c'est de la céramique et d'autres, c'est de l'émail. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de réflexion. Donc, imaginez, vous êtes arrivé à l'université. Déjà, le professeur, il peut avoir des salles. Donc, là, on est une trentaine. Il y a combien de facultés en France? 15 à peu près. Donc, vous avez 15 salles
Donc vous faites un cours magistral, je ne sais pas moi, sur la gencive par exemple, et les 15 facultés apprennent la même chose. Est-ce que c'est le cas actuellement? Non. Donc déjà, on est mal barré déjà. Ce n'est pas le cas actuellement. Est-ce qu'en dentaire, c'est le cas? Absolument pas. Voilà. Non, absolument pas non plus. Donc imaginez déjà, les 15 facultés apprennent exactement la même chose. Mais alors attends, excuse-moi, ça peut être le cas si tu as 15 salles dans 15 facultés différentes avec une visio. Oui, ça peut être le cas actuellement. Oui, bien mais sûr. par contre, qu'est-ce que ça donne de plus que la visio? La blockchain, en l'occurrence, parce que tout à l'heure, il a dit, vous avez un NFT ou un token, vous avez toute l'information de l'étudiant. L'étudiant s'inscrit en faculté, il a son jeton, sa carte graphique déposée sur la blockchain. Tous ses cours, forcément, qu'il a écrit ou même parlé, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à écrire, comme moi, je préfère parler. Il peut enregistrer, c'est sur la blockchain. Le professeur, avec son accord, peut aller voir ses cours, peut corriger ses cours. On est d'accord, tout ça, c'est... Et donc tous ces contrôles, ces devoirs sur table, etc., il peut les mettre dans la blockchain. On peut les mettre dans la blockchain. blockchain. On peut plus tricher, en fait. On peut plus tricher. Ouais. Ça, je pourrais raconter plein d'histoires, mais on peut plus tricher. Là, c'est impossible. Et donc, forcément, il arrive à la faculté, prothésiste et dentiste d'ailleurs, ils peuvent commencer en même temps. Donc, c'est ça, prenez dès le départ. Et ils ont leur cartographie que les enseignants peuvent regarder avec leur accord, parce que forcément, là, tu es obligé de donner ton accord. Ça n'empêche pas qu'on peut jouer. C'est-à-dire que dans notre projet, on a rajouté le Facebook, réseau social. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la faculté, quand vous avez votre jeton, ça crée forcément un réseau social universitaire, intrinsèque, protégé par une blockchain. Personne ne peut prendre les informations à l'intérieur et tout le monde apprend la même chose. Si quelqu'un n'était pas là, vous avez 15 facultés avec 30 personnes par salle qui peuvent vous aider. Vous imaginez le nombre de personnes que ça fait. Un simple mail, tiens, tu peux me laisser voir ton cours? Oui, non. Et du coup, Sophia fait cours à ce moment-là, dans une salle métaverse. Alors, dans une salle comme ici, donc on serait filmé, le fond serait vert. D'accord. Ou LED. Alors vert, parce que ça ne coûte pas très cher, c'est de la peinture. Et dans le fond, tous les étudiants voient, par exemple, je sais pas moi, un cours sur l'hygiène, par exemple, voit un bloc opératoire d'implantologie et Sophia, comme on pourrait présenter la météo, Sophia pourrait dire, alors voilà, elle est en train de faire ça, elle est en train de faire ça, etc. Alors, pour le business model, forcément, si Sophia et plein d'autres enseignants préfèrent telle marque parce qu'elle lave plus blanc, forcément, ça fait sponsor. Faut pas se cacher. Donc, cette marque-là marche bien, mais celle-là, elle marche moins bien parce qu'elle a ça en moins, ça n'a pas... Donc après, forcément... Est-ce que ça veut dire que si je vais plus loin pour être sûr que je comprenne, je suis étudiant moi-même, j'ai un casque de virtualité? Pas forcément, tu peux regarder ton écran. Donc je suis sur l'écran, mais je peux aussi avoir un casque et me retrouver aussi dans une salle comme ça et regarder à droite et à gauche, avoir Sophia devant, regarder avec des camarades qui sont dans d'autres facultés mais qui sont assis à côté de moi ou leur avatar, qui est validé par la blockchain, etc., NFT et tout ça, tout ce qu'on a vu, et me retrouver en fait dans un cours en étant chez moi. Handicapé, ou alors on part de désertion médicale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être c'est quelque chose dont tu... Voilà, alors ça m'intéresse. Déserts médicaux, c'est justement l'idée est venue de là. Parce qu'elle me dit, ma copine qui donne des cours à Rouen, donc il y a 8 nouvelles facs qui s'ouvrent. Oui, en plus des 17 facultés odontologiques qui existent, il y a eu depuis l'année dernière, validées par l'État, des nouvelles antennes dans d'autres villes de France, avec pour objectif principal de combler un petit peu les déserts médicaux et d'avoir en fait de donner accès à la formation de chirurgien dentiste dans d'autres facs. Donc je ne connais plus par cœur les 8, mais ce qui était intéressant quand on préparait on discutait de ça quand on préparait cette table ronde, c'est que tu expliquais que l'intérêt pour lutter contre le désert médical, c'était, et je trouvais ça formidable, c'est qu'effectivement à partir du moment que la faculté va dans les déserts médicaux pour pouvoir à un moment donné à faire sa formation, du coup je reste là où je suis, je crée un univers social, des amis, je fais du sport à cet endroit, etc. Et une fois que j'ai terminé mes études, j'ai moins vocation à partir parce que j'ai créé mon univers. Donc il est plus difficile de m'arracher de cet univers quand même que j'habite au fin fond de la campagne, ce qui peut à un moment donné être une difficulté d'y aller si j'ai fait mes études à Paris, à Bordeaux, à Nantes ou autre. Et comment ça peut être optimisé par le métavers, justement ces implantations-là? Justement, grâce à
grâce à cette technologie de numérique et d'enregistrement à distance, c'est qu'un enseignant à un endroit donné, il suffit de fixer le planning de cours et tous les étudiants, que ce soit de chez eux, mais ils peuvent aussi se déplacer à la fac, à l'antenne qui a été créée, donc dans une salle où tous les étudiants de la région viendraient, mais connectés au même cours d'un seul prof donné à un endroit, un autre endroit. Et contrairement à la visio, avec une vraie expérience quasi sociale, en fait, c'est remettre de l'humain dans la dématérialisation, puisque via le métavers, je ne suis pas tout seul chez moi face à un écran, je suis tout seul chez moi, mais à côté d'un avatar que je ne peux pas toucher, mais que je peux voir. Et le prof peut circuler dans les rangs, dire « Ah bah toi, tu peux répondre à ma question ». Et c'est ce qui est un peu décrié depuis là, ces années Covid. Les étudiants n'aiment pas trop le format Zoom parce qu'il n'y a pas d'interactivité. L'avantage du métaverse, c'est d'introduire l'interactivité. Bien sûr. L'interactivité communicationnelle, mais aussi grâce justement à ces simulateurs qui peuvent en fait se démocratiser. Aujourd'hui, un simulateur, c'est 70 000 €. Donc, on en a, nous, à la fac, en test, où en fait, on fait des scénarios. C'est des jeux sérieux, mais pratique, c'est-à-dire que l'étudiant a les instruments dans sa main, le patient virtuel fait un soin avec un retour de... En fait, c'est ce qu'on appelle haptique. C'est en fait le vrai retour de la dureté du matériau qu'il est en train de travailler. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça guide la pression que l'on met dans certains gestes. Voilà. Donc, il y a tout cet aspect-là qui va être possible grâce à ces nouveaux outils numériques. Mais comme disait Bertrand, aujourd'hui, le tout n'existe pas. On a des briques, mais c'est vrai qu'il faut les mettre en place. Comme il a dit, aujourd'hui, parfois, on est limité sur un nombre de personnes. Grâce à ces outils-là, on va pouvoir élargir. Donc c'est pour ça que, en fin de compte, c'est quoi ? On gagne encore une fois du temps. Au lieu d'être limité par un espace, ici physique, tout à l'heure Geoffroy a dit « Oh, il y a 100 places ». Dans le métaverse, il n'y aura pas 100 places. Donc voilà. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on peut ne pas être figé à un seul enseignant, mais plusieurs enseignants de différentes facultés peuvent intégrer ce même espace-temps. Bien sûr, et plusieurs étudiants de différentes fonctions. Tu parlais d'interprofessionnalisme, à la fois les étudiants prothésistes dentaires avec les étudiants chirurgiens dentistes qui correspondent, toi, à ton objectif d'optimiser la communication entre les deux. Voilà, et du coup, une accessibilité, c'est beaucoup plus simple. C'est très clair. Alors, ça a un coût. Et parce qu'il donne, donc j'imagine 8 universités, elle me dit on ne trouve pas de prof. Il donne combien de l'heure ? 40 €. Qui veut travailler pour 40 € de l'heure ? Un dentiste en plus. Donc là, vous prenez 8 plus 15, 23 universités, vous multipliez 23 par 40, et là, vous pouvez payer quelqu'un, des enseignants pour faire un cours. On est bien d'accord. Voilà, donc ça, c'est le business model, en gros. Le business model, c'est rationaliser aussi l'argent, le temps, mais aussi l'argent. Et comme les deux, là, sont dans l'enveloppe, les investisseurs, normalement, ils devraient se bousculer à la porte pour qu'on fasse cette chose-là. On est d'accord. Et ça marche pour... Là, on parle du dentaire, mais ça, naturellement, nous, on l'a déposé pour n'importe quel métier. Le dentaire, ce qui est compliqué, et d'ailleurs, le dentaire est le premier à utiliser la 3D dans le monde professionnel, en utilisant la 3D comme méthode de fabrication additive. Je rappelle que l'impression 3D, avant, c'était prototypage rapide. On faisait un prototype non fonctionnel. On est d'accord ? En 2003 ou 2004, Sirona et EOS, une boîte d'impression 3D titane et chrome cobalt, ont validé le fait de fabriquer de la prothèse normée directement finie. Donc, vous passez de l'impression 3D à un dispositif médical directement fait par impression 3D, pas passer par un prototype. On est les premiers.
on est les premiers à utiliser un scanner en bouche. C'est François Duret qui l'a inventé, et c'est grâce à lui que je suis là. Et pour le coup, le métaverse, c'est exactement la même chose, c'est de la 3D. Sauf que nous, alors en tant que prothésiste, on fait de la sculpture dans la transparence. C'est-à-dire c'est presque de la 4D. Je ne sais même pas si on ne peut pas appeler ça de la 5D, parce que sculpter une sculpture d'un visage en terre, c'est bien, c'est ressemblant, c'est pas ressemblant. Mais faire une dent avec la transparence, c'est autre chose. C'est quand même, d'après moi, un point au-dessus. Les dentistes, ils travaillent quand même dans la bouche, qui est un endroit assez exigu, où il faut être précis. Donc c'est vachement compliqué. Et c'est pour ça que, d'après moi, la 3D est rentrée dans le métier avant tous les autres métiers, parce que c'est un métier quand même compliqué. On appelle ça l'art dentaire. Donc normalement, on est des artistes. Si on appelle ça l'art dentaire, aussi bien le dentiste que le prothésiste, quelque part, on peut considérer qu'on est des artistes. Le terme n'est pas venu comme ça par hasard. Donc là, le côté métavers, vous avez le laboratoire virtuel, le cabinet virtuel, et le professeur, il peut intervenir dans un lieu professionnel avec des simulateurs qui, eux, sont en réalité augmentée. C'est-à-dire que vous avez une machine, comme si vous touchez un vrai tissu. Quand vous touchez l'os, c'est comme si vous touchez le vrai os. Quand vous meulez une dent, c'est comme si vous meuliez la vraie dent. Quand vous sculptez en cire, c'est comme si vous sculptez en cire, etc., etc. Donc, c'est une technologie qui existe depuis assez longtemps. Merci Bertrand. Alors, avant de passer aux questions-réponses, juste, on va rappeler les deux entreprises que vous représentez. Donc, Xspace pour Daniel. Daniel, tu es donc... Xspace, c'est un métaverse. Est-ce que parle-nous de Xspace? Donc, oui, Xspace est un métaverse. Aujourd'hui, qui utilisait Unity. Aujourd'hui, si je peux critiquer ma propre entreprise, c'est un cas. C'est aujourd'hui, on aurait dû utiliser du Unreal Engine. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des simulations. On t'en voudra pas trop, nous. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. On doit faire vraiment quelque chose de virtuel, donc réalistique. Parce que si on regarde un peu Meta, Zuckerberg, c'est pas pour rien qu'il a perdu de l'argent, quand on regarde un peu son Facebook Metaverse qu'il est en train de faire. Donc aujourd'hui, trouver un monde virtuel n'est pas un problème. On a Xion aujourd'hui qui peut nous assister permettre de héberger aujourd'hui pas mal des choses, dont un métaverse. Le côté blockchain, je laisserai Sébastien en dire un peu plus pourquoi ça serait bien d'avoir surtout une solution française. On a compris entre Amazon et autres, ça serait bien aussi de radorer l'image de la 3D, vu qu'on est les leaders au monde. Il n'y en a pas marre que Canada embauche des gens de chez Ubisoft chez nous. Je pense que vraiment, c'est un truc à faire. Et vu qu'on parle aujourd'hui entre prothèses, dentaires, moi, en l'occurrence, j'ai pas mal d'agences de com qui sont intéressées par la métaverse. Parce qu'aujourd'hui, on a des mannequins, soit qui ne boivent pas, qui ne fument pas, ou qui ont des droits que d'autres ont. Donc aujourd'hui, comme Mbappé qui ne voulait pas se faire photographier avec du KFC, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, les droits d'image, et justement avec la communication qu'on a aujourd'hui, 80% de nos métiers, ça vaut de l'argent, tout le reste, c'est de la technique. Donc aujourd'hui, si on peut donner vraiment un intérêt à tous ces mondes virtuels, parce que ce n'est pas un jeu. Je déteste quand quelqu'un me dit « Ah, c'est un jeu ». Non, c'est pas un jeu, c'est une simulation. Et vu qu'on parle de simulation surtout, aujourd'hui qu'on a des applications en bouche, donc médicales, les normes RGPD, ça vous parle tous. Quand on a regardé aussi la clinique à l'Essonne qui s'est fait hacker ses données, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut tous nous toucher. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, avoir une blockchain, que Sébastien va prendre un peu le temps d'expliquer un peu plus en détail. Pourquoi accoupler un monde virtuel avec une blockchain, et le mot communauté reflète la totalité au final. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une communauté de prothésistes, de dentistes, mais on a plein de communautés aujourd'hui qui peuvent faire comme dans le monde de finance. Si, imaginons, il y a des NDA à mettre en place, aujourd'hui, ces NDA, on pourrait les mettre en place via cette blockchain. Excuse-nous, NDA ? Un contrat de confidentialité. D'accord.
Donc aujourd'hui, si on a souvent le cas de rencontrer des gens sur des salons, on ne se souvient pas qui c'était intéressant par contre de discuter avec lui. Sur le monde virtuel, ça n'arrivera jamais. Les données sont là, vous passerez jamais à côté de quelqu'un que vous devrez rencontrer mais vous ne l'avez pas fait. Donc les réseaux, les affichages, Facebook, Instagram, tout sera affiché. Donc la personne, vous le croisez, vous saurez qui c'est. Donc il n'y a plus besoin de se présenter. Alors, Sébastien, un mot par rapport à ce que tu fais professionnellement, donc Exion, qui fait partie du groupe EDF. Exactement. Donc, on est une filiale d'EDF, nous, et on est un fournisseur éco-responsable d'infrastructures et de solutions Web3. Donc il y a beaucoup de termes là. Et donc d'abord le Web3. Donc le Web3, c'est la nouvelle version du web, qui est une combinaison aussi de ces nouvelles technologies. Donc on en a parlé, hein, le métavers, la blockchain. Donc c'est ce qui va définir le web de demain. Et nous, on fournit l'infrastructure qui permet de faire tourner tout ça. En fait, nous, on a nos propres data centers qui sont en France et on a tout un parc informatique, des machines qui permettent justement de faire tourner tout ça. Donc typiquement, le métavers avec des moteurs 3D, des choses comme ça. Nous, on a l'infrastructure qui permet d'apporter la puissance de calcul pour faire tourner tout ça. Et on a aussi l'infrastructure pour permettre de travailler sur la blockchain. Pourquoi EDF ? Pourquoi EDF s'intéresse à ça ? Pourquoi EDF a créé Exion ? Alors en fait, c'est de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que nos deux cofondateurs travaillaient chez EDF avant. Donc c'est pas de l'initiative d'EDF en tant que telle, la société, c'est plus que nos deux cofondateurs ont eu une idée en interne et ont proposé cette idée-là au fonds d'investissement qui investit dans l'innovation au sein du groupe. Donc c'est venu comme ça. Et on est parti de quel constat à la base, parce qu'on est éco-responsable, il y avait ce terme-là, c'est que EDF a des supercalculateurs depuis très longtemps, parce qu'ils ont besoin de puissance de calcul pour notamment faire tourner tout ce qui est de l'algorithme et de l'IA dans le nucléaire, pour faire de la maintenance prédictive, pour faire de la mécanique des fluides, il y a des choses assez compliquées qui ont besoin de grosses puissances de calcul. Et donc ils ont des supercalculateurs depuis toujours. Au bout de 4 à 5 ans, généralement, ils les décommissionnaient et ils en rachetaient un nouveau. Dernier cri, qui est rentré dans le top 50 au niveau mondial, et ils faisaient rien des anciens supercalculateurs, parce qu'à démonter un supercalculateur, ça peut coûter des centaines de milliers d'euros, et donc en fait, ils les laissaient dormir. Sauf qu'un supercalculateur, c'est comme si je disais qu'on avait une Ferrari, qu'au bout de 4-5 ans, ma Ferrari, elle a encore beaucoup à donner, et donc nous, on les rachète, et on donne une seconde vie à ces infrastructures. Et donc, alors après, on démonte les supercalculateurs, on en fait des machines spécifiques, et justement, cette puissance de calcul, elle vient de là. Et donc aujourd'hui, on existe depuis début 2020 et maintenant on a commencé à se constituer un gros parc informatique. On n'a pas du tout à rougir par rapport à des OVH, des choses comme ça. Et surtout, on vend donc des infrastructures recyclées, donc vraiment durables, on va dire. Et aussi, on vend justement des infrastructures qui sont hébergées au niveau souverain, ce qui est très important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de souveraineté des données. Et donc nous, justement, on propose ça aussi, et c'est ce qui est très important aussi dans nos services. D'où ce que tu disais sur la blockchain, etc. Exactement. Formidable, merci à vous. On va maintenant passer aux questions-réponses. Jean-Jacques. Est-ce que le blockchain ne va pas donner la possibilité de transactions occultes dans lesquelles, mettons, TracFin n'aura plus de prise, par exemple ? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, dès que Bitcoin, on a toujours dit, ça permet de financer le terrorisme, ça permet de faire... Alors non, parce que aujourd'hui, tout est tracé. Donc effectivement, les portefeuilles qui font des transactions, c'est des numéros de série. Mais en fait, quand on veut sortir de l'argent de la partie blockchain, on est obligé de s'identifier. Donc en fait, on en revient à savoir qui a fait des échanges. Effectivement, on ne va pas pouvoir empêcher des échanges de se faire, mais on va savoir qui réellement font les échanges. Donc en fait, on ne va pas pouvoir faire du blanchiment d'argent ou des choses comme ça en fait, sur la blockchain. Aujourd'hui, c'est minime ce qui se fait sur la blockchain en termes de blanchiment par rapport à ce qui se fait déjà dans le monde réel, avec des vrais mécanismes qui existent déjà sur des sociétés offshore, sur des choses comme ça. Donc en fait, il y a une vraie traçabilité et qui ne peut pas être modifiée. Donc dans tous les cas, un jour, on peut retrouver ce qui se passe et on peut savoir qui est-ce qui a fait quoi sur la blockchain, clairement. Arthur. Bonjour. Question. Lundi, je reprends le boulot au laboratoire. Est-ce que ça reste ici et on n'en parle plus ? Ou qu'est-ce que je peux faire lundi dans mon laboratoire pour l'intégrer dans mon avenir ? La blockchain, la NFT, ça m'a fait un peu rêver, mais j'aimerais bien comment l'appliquer. Daniel. C'est qu'aujourd'hui, vous avez forcément des fournisseurs qui vous livrent. Donc aujourd'hui, la possibilité de savoir votre stock en temps réel, c'est jamais il vous arriverait d'avoir un problème avec votre
à provision. Et derrière, vous pouvez aussi vérifier que les prix ne changent pas énormément, vu qu'actuellement c'est le cas. C'était pas tellement ça dans mon idée. C'est demain comment je peux changer mon exercice et mon métier par rapport à ça. Vous avez justement pas à changer. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure le mot transition. Transition, c'est juste changer sa modalité de tous les jours. Aujourd'hui, vous avez des patients que vous avez forcément qui s'enregistrent sur Doctolib, qui est juste forcément une base de données. Et aujourd'hui, si vous l'intégrez ça sur la blockchain, vous avez une base de données qui pourra vous différencier. Ce client-là a besoin de plutôt ça, patient, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de... ce patient a plutôt ce problème-là. Et aujourd'hui, vous pouvez définir votre planning et votre agenda en fonction de vos patients. Donc, vous avez la préférence de madame qui vient tous les 3 mois parce qu'elle a un petit bobo ou monsieur qui vient tous les 6 mois parce que ça va plus. Pour Arthur, pour répondre aussi plus compléter, je me suis renseigné auprès de mon voisin de gauche là. En fait, aujourd'hui, t'as pas une possibilité de plonger dedans pour faire évoluer ton environnement professionnel. Par contre, tu peux déjà t'inscrire dans un métaverse, celui de Xspace ou un autre, comprendre ce que c'est, voir ce que c'est, et puis de là, générer une réflexion pour voir quelle application demain tu pourrais faire pour que cette transition dont parle Daniel puisse s'effectuer le moment venu, quelque part. Oui, non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir quand même, la technologie est encore très jeune. Ça manque d'applications concrètes aujourd'hui qui sont industrialisées, comme les réseaux sociaux, etc. Ça met quand même du temps à se créer. Et la première étape, c'est déjà d'éduquer aussi les gens, d'éveiller les gens. Et par exemple, ça t'intéresse et c'est super bien parce que c'est justement ça qu'il faut faire aussi. C'est que les gens commencent à se dire, OK, je vais pouvoir changer ma façon de travailler grâce à la blockchain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, demain, il n'y a pas encore la plateforme qui va te permettre de travailler sereinement sur la blockchain. Mais ça va venir. D'ailleurs, regarde, c'est ce que fait Facebook. Aujourd'hui, tu as des publicités pour Metaverse qui sont financées par Facebook. C'est Facebook qui font ces pubs et qui ne te vendent rien. Qui t'expliquent que demain, le Metaverse va permettre ça. Donc, ils nous préparent directement. Sébastien. Merci. Bonjour à tous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup trop tôt parce qu'il n'y a pas d'application. Mais il y a une manière de se mettre dans ce genre de choses. Peut-être, vous me direz non, oui. Moi, chez moi, j'ai un casque qui s'appelle Oculus, qui est un truc de réalité augmentée, si je ne me trompe pas dans les termes, virtuel. Voilà. Je mets ça sur la tête et je suis dans mon monde. Et dans mon monde, j'ai un avatar. Et puis tous ceux qui ont ce casque, ils ont un avatar. Et on peut se rencontrer, savoir quelle application on utilise, quel jeu. On peut aller sur Facebook, sur plein d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le seul truc concret qui peut être ludique et nous mettre un pied dans l'univers. Parce que si on veut, comme dit Arthur, se mettre professionnellement dedans, il n'y aura rien. En revanche, là, c'est une manière d'être dedans, avoir un petit esprit sur le truc. Enfin, moi, quand j'entendais tout ça, je pensais qu'à mon casque. Je me disais, ce soir, quand je suis sur mon truc, ça ressemble à ça. C'est ce qu'a souhaité la PD en organisant cette table ronde directement. Mais rassure-nous, tu es bien avec nous là, tout de suite, à l'instant, là, tu es là. Oui, et justement, pas dans ton salon, là. Mais ta question, elle est puissante parce que j'arrête pas de me dire, moi, ça m'intéresse, ça me passionne. Demain, on va en parler avec Arthur parce qu'on travaille dans le même laboratoire. On va en parler ensemble, mais moi, je vais être la personne qui va dire, Arthur, ça sert à rien. Alors qu'en fait, je vous dis, j'ai un casque, ça sert pas à rien, ça me passionne. Mais concrètement, pour notre boulot, je préfère qu'on parle d'autre chose. Mais quand tu dis, tu es bien là devant nous, ça me fait aussi un peu peur tout en étant passionné parce que c'est quoi ce monde de demain ? On va manger avec des perfusions, on va être gros, comment ça va se passer ? On va tous être dans un salon. Alors oui, on est en train de dire que ça va plus connecter les gens. Mais ça va plus connecter les gens dans leur salon. Moi, j'ai envie de te sentir, de te toucher, te dire que tu sens des pieds ou pas. Ou, tu vois, je fais exprès de dire un truc bizarre, mais j'ai besoin de ça pour vivre. Ouais, c'est complémentaire, mais en plus, il y a je ne sais plus qui m'avait dit ça. L'important, c'est ce que on parlait d'impression 3D et il y a un gars qui dit l'important de la machine, c'est ce que tu en fais, c'est pas la machine. Il y a beaucoup de laboratoires il y a un bon commercial qui passe te vendre une machine qui lave encore plus blanc ta céramique. Et tu dis, je vais faire un chèque parce que le mec, il t'a convaincu que tu allais avoir des clients par l'achat de cette fameuse machine. Et en fin de compte, non. Il faut d'abord avoir les clients, leur en parler. Et après, s'ils sont convaincus, tu achètes la machine. Donc ça, dans l'industrie, ça n'existe pas. Hein. Le mec, il achète une machine à 300 000 parce qu'il a une commande. Déjà, ça, c'est la première base. La deuxième base, c'est que les applications
Le métaverse n'existe pas, je vous rappelle, hein, ça n'existe pas de monde. Il y a des petits mondes virtuels qui sont souvent des jeux vidéo, mais ce qu'on parlait dans la formation, pourquoi on l'a déposé ce concept dans la formation, parce que la formation c'est utile, le business model est très 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 important. Moi aussi j'ai un casque. Ils m'ont acheté ça pour mon anniversaire, mes enfants, alors que j'en avais pas un, alors que je fais de la 3D, hein, mais je suis exactement comme toi, je vois pas l'intérêt, parce que j'en avais pas. Mon fils, il m'offre, quand même, toute la famille m'offre le casque. Le casque, il n'est pas à la maison. Hein. Mon fils, il apprend à jouer au golf. Papa, je suis fan de golf. Je viens voir ma belle-mère, 87 ans, elle joue au golf. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? C'est pas là la question. Si la personne, tu as un casque et je te télécharge l'application golf, ça coûte $20, et tu sens, quand tu tapes avec tes manettes, tu sens le choc dans la balle, j'étais scotché, quoi. Et tu peux choisir n'importe quelle pratique dans le monde entier. Et après, tu dis à ta chérie, ben tiens, j'irai bien quand même à l'île Maurice parce que j'ai visité le golf. Ah bon, t'as visité le golf? Mais comment t'as fait? Ah bah j'ai même fait 9 trous là-bas, c'est nickel. Il y a un resort hotel, je l'ai visité. Il y a une piscine, il y a un spa. On y va. Business model. Sans outils, tu peux pas, disons, découvrir ce que montre le monde virtuel. Toi, tu as la chance d'avoir un casque. C'est pour ça que je te parlais de casque. Pourquoi j'en ai pas un? Parce que je suis un peu comme toi. Je suis peut-être trop vieux, peut-être. Tu n'as plus le rapport humain directement parce que tu vois des avatars à l'intérieur. Et alors là, pour avoir fait de la 3D, utiliser des scanners 3D, c'est vrai que les avatars que vous regardez, le mec, il fait Meta, Steve Jobs. Pas Steve Jobs. Mark Zuckerberg a fait son avatar. Il est tellement moche que même mon infographiste avec un bras cassé, il fait mieux. Ok, non mais sans déconner, c'est vraiment horrible. Hein. Comment tu veux donner envie à le gars là, c'est à peine un personnage de bande dessinée mal dessiné. On dirait que c'est un gamin de 3 ans qui l'a fait le truc. Donc c'est pas possible. Surtout en France où 80% de Ubisoft au Canada, c'est des infographistes qui sortent de nos écoles de 3D. On a inventé l'impression 3D, on a inventé le scanner 3D, on a inventé le logiciel 3D, je rappelle, hein, Dassault Systèmes avant. C'était Euclide de Matra. Donc quand même, on est quand même... Pourquoi Mark Zuckerberg il voulait venir ici pour faire son université de 3D métaverse? Parce qu'il voulait nous piquer nos bons d'école pour faire, après, vendre des prestations à nos clients, c'est-à-dire L'Oréal, Chanel... Parce qu'ici, il y a le luxe, il y a la mode, il y a les livres, le cinéma, droit d'auteur. La France, ce n'est pas n'importe quel pays, disons, en tant que créateur. On est quand même intrinsèque des créateurs. Donc, le business model est important. On a déposé plein de brevets. Hein, donc, on dit que le cinéma va mal. Hein. Donc, moi, j'ai transformé une salle de cinéma dans une idée en le transformant en métaverse. C'est-à-dire, la salle de cinéma, l'écran, il reste un écran pour regarder des films. Tu as tes copains, tu es fan de rugby. Tu loues une salle de cinéma qui retransmet, parce que vous ne voulez pas vous déplacer, prendre l'avion, aller à la Coupe du Monde, que je ne sais pas, au Qatar pour le foot, là, c'est une aberration ça aussi. Donc vous louez une salle de cinéma, hein, et puis vous regardez en direct le match, et puis après vous avez une interaction avec l'écran, puisque l'écran forcément peut faire de la réalité augmentée et virtuelle. Vous pouvez parler avec le joueur de foot préféré, avec le journaliste, en direct, monter sur la ferme, faire un selfie, envoyer maman, regarde, je suis avec Ronaldo. Mais comment t'es pas à Dubaï? Bah si, je regarde derrière, c'est le stade, on est dans le stade là, sur la pelouse. Il y a encore le ballon par terre. Voilà, ça c'est une application, un business model, un autre business model que celui qu'on a créé sur l'idée de la formation. On a créé aussi, Daniel a créé le billet NFT. C'est un billet pour entrer dans un match, tu peux pas avoir de faux. C'est impossible. Forcément, c'est sur une bloc. Donc forcément, il y a déjà quelqu'un qui a déposé un brevet après nous. Ouais, donc ça commence tout juste les idées de business model sur le métaverse. Donc tout le monde peut en créer. Hein. La blockchain est utilisée par les notaires en traçabilité, en neurodatage, depuis 2020. Mais je pense que tu as des clients qui l'utilisent pour bien plein d'autres choses, et peut-être même confidentielles. Oui, permettez-moi de rebondir encore. Je me suis toujours plaint en fait dans notre profession où les prothésistes n'étaient pas suffisamment sollicités. Et moi, l'idée en vous entendant, c'est un jour venez au laboratoire et venez voir ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, une problématique qu'on a aussi avec toute cette 3D et tous les fichiers que nous recevons, on se retrouve à recevoir 50 mails dans la journée de 50 plateformes différentes et ça devient complètement ingérable. J'aimerais bien un petit NFT ou un truc qui nous permettrait de tout centraliser à un endroit. Je ne sais pas si je rêve, mais j'ai envie que vous nous fassiez participer à ça parce que j'y vois des solutions.
Ah oui, forcément. Il a des calculateurs 3D. Il peut même mettre des logiciels sur ses calculateurs 3D. Peut-être que ton ordinateur va mouliner 30 secondes une image, lui c'est peut-être 0,3 secondes. Donc après c'est un autre business model. C'est un truc que tu dois développer. Alors dommage, ils font pas de développement chez Xion parce que c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, mais c'est difficile de développer soi-même les idées que tu peux avoir dans ta tête, même pour moi. Donc de toute façon il y a du développement. Là c'est vraiment une prospective sur ce qui va sur le futur, mais c'est une très bonne idée. La gestion des fichiers 3D au laboratoire avec l'intelligence artificielle couplée à de la formation dentistes-prothésistes où tu as tous les protocoles possibles que l'intelligence artificielle va blockchainer, en gros, hein, va garder en mémoire et va comparer avec les nouveaux cas, s'enrichir automatiquement. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'elle prendra une empreinte optique, tu arriveras le matin ou l'après-midi après ton golf, toutes tes sculptures seront faites. On est d'accord? Puisque forcément, ce que tu es en train de me dire, c'est exactement ce que tu veux. C'est que la gestion automatiquement de tous les fichiers 3D par rapport à une intelligence qui a été créée par l'humain, mais qui est archivée sur la blockchain et qui est de l'IA, en fin de compte. Hein. Et forcément, ça, c'est un business model tout à fait réalisable, on est d'accord? Tout à fait réalisable. Donc, c'est une très, très bonne idée. Mais tu vois, on part de zéro, là. Quoi, pas vraiment de zéro, parce que les outils, on a de la chance que les outils existent. Et on a la chance aussi qu'un métier qui a beaucoup de fichiers 3D. C'est que actuellement, on a répondu à un appel à projet pour la Coupe du Monde de rugby. Et c'est rien à voir, mais vous allez voir, ça va se joindre. C'est que actuellement, on est en train de scanner le stade à l'intérieur pour justement le virtualiser. Vous dites que vous nous invitez, justement, je vous invite à venir avec mon scanner, scanner votre laboratoire et voir si on ne peut pas le virtualiser et vous créer justement votre propre monde virtuel. Si demain vous vous rendez sur un salon et on vous demande la fameuse question « Quelle machine avez-vous ?» et au lieu de répondre, je vous invite avec un lien. Et voilà pour moi un peu comment arriver justement à ces transitions. C'est pour ça que j'ai parlé d'une transition. C'est qu'aujourd'hui on est obligé de virtualiser des endroits qui sont réels. Le City a évalué la métaverse, un réel virtuel, le mélange de deux, avec un chiffre que je ne connaissais pas, c'était des trillions. Je ne savais pas c'est quoi des trillions. Donc je me suis renseigné, voir c'est quoi le chiffre, et je suis tombé, déjà le milliard me fait peur, mais le trillion... Donc aujourd'hui on parle de créer une passerelle entre le réel et le virtuel. Ça veut dire cette salle, elle est pour 200 personnes, mais dans le monde virtuel, il n'y a aucune limite. Je peux pousser les murs, je peux faire pousser des machines, faire des simulations, etc., 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 etc. Mais le problème, c'est le device. Tout le monde a un smartphone, mais personne n'a de lunettes à réalité augmentée. Quand tout le monde aura les lunettes à réalité augmentée, toi, le fait d'avoir un device qui te permette de t'immerger dans un monde, c'est ça. Donc c'est bien d'acheter des casques. Hein. Je ne suis pas contre acheter des casques, mais si tu n'as pas l'application derrière, dépenser, je ne sais pas combien ça coûte, 1 000 € un casque, comment tu le passes dans les frais, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas d'application, quoi. C'est un peu... Désolé, on parle beaucoup du côté positif de l'évolution qu'on peut avoir, mais je vais reprendre un peu sur ce que disait Sébastien. Vous n'avez pas peur en fait de dénaturer et de tuer un peu le monde réel qu'on a aujourd'hui? Le monde négatif, tu peux le trouver partout. Hein. Je reprends l'exemple de l'impression 3D. Un jour, je rencontre un gendarme, un scientifique, un chimiste, qui est le responsable de l'IRCGN. Il dit, ça serait bien qu'on ouvre un département à la gendarmerie scientifique pour l'utilisation négative de l'impression 3D pour faire des armes, des bombes. Tu vois, donc à chaque fois, tu peux trouver le côté négatif, mais c'est toujours la machine, c'est toi l'utilisateur. Donc si tu as un côté qui te gêne, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Et puis même, je suppose que le côté gênant n'a pas de business model, n'a pas de modèle économique. Pour avoir un modèle économique, d'après moi, pourquoi tout le monde a un smartphone? C'est parce que c'est super utile, vous avez un écran et le device a été adopté. Si une technologie n'est pas adoptée, on reprend à Decentraland, ça n'a pas été adopté, d'après moi, parce que, comme dit, j'ai un casque, mais c'est pour m'amuser. C'est pas pour travailler. Donc c'est toujours question, d'après moi, c'est le business model qui est le plus important et justement... L'innovation ne marche que si le plus grand nombre adhère à l'innovation. Sinon, ce n'est pas une innovation.
Et imaginons qu'on l'adopte, à partir de quand est-ce qu'on pourra commencer à travailler avec le métaverse? Ça, c'est une bonne question. Ouais, même moi, si je l'ai adopté, je ne travaille pas avec, toi. Tu peux travailler avec, tu peux monter un monde virtuel sur Xspace ou une autre plateforme et commencer à communiquer, mais d'après moi, tu es isolé si tu fais ça. Ou acheter un casque et commencer à voir comment tu peux l'utiliser dans ton métier. Mais tu vois, ça va créer, tu vas créer ton propre business model et il faut que tu vois s'il va marcher ou pas. Donc nous, on fait ça à 3. Comme Tesla a dit, si une idée, 3 personnes autour de la table sont d'accord, c'est que l'idée va marcher. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait, on est 3. Nous. Quand on dépose des idées, on se retourne à 3. Un juriste et 2 fous, un peu décalés, disons. Et après, on discute, est-ce que tu penses que cette idée est valable? Et pour l'instant, nous, on est parti là-dessus. Après, le développement, il faut lever des fonds. Il y a tellement de développement à faire que, c'est assez dingue. C'est pour ça que le ministère, je pense, a fait Bachelot et le ministre des Finances ont demandé un rapport. Il faut le lire. Déjà, tu vois déjà que le premier, c'est le sport, l'éducation. C'est quand même des applications professionnelles. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue énergétique, ce sera possible de le faire? Aujourd'hui, on parle de peut-être 30 personnes sur un métaverse. Avec le Loctor, on parlait d'une centaine, peut-être de milliers d'élèves qui seraient présents sur une séance. Les blockchains, nous, on les préconise Algorand parce qu'ils sont free CO2, c'est-à-dire que l'énergie électrique n'est pas à base d'énergie fossile. Alors EDF non plus, parce que c'est nucléaire. Donc ça existe déjà, je dirais. Le côté énergétique sans CO2, ça existe. Il y a même j'ai rencontré des gens qui font du minage. Donc ils ont ouvert la première usine en Islande. Ils font de la géothermie, ils ont des ordinateurs qui calculent des cryptos en permanence, et tu achètes des parts de l'entreprise et c'est énergie verte. Tu vois, aux États-Unis, ils font solaire, hydraulique, éolien. Donc c'est déjà dans l'air du temps puisque tu ne peux pas faire autrement. Trouve-moi un business model qui pollue en ce moment. Il a très peu de chances de voir le jour. Donc le métaverse, c'est impossible, d'après moi, que ça pollue en quoi que ce soit. Alors forcément, les smartphones, quand tu le mets à la déchetterie, ça pollue. Mais tu vois, maintenant, ils commencent à faire des smartphones 100% recyclables. Les voitures, mon fils est en train de construire une voiture, cahier de charge 100% recyclable. Il ne trouve personne pour faire la carrosserie. Encore moi, je suis désolé, Sébastien. Il y a trop de sujets, donc c'est vachement compliqué. Et je voulais poser une question, et d'un coup, j'en ai 10 qui arrivent. Et notamment, ça pollue pas. Moi, je doute énormément de ça, dans le sens où on parle de données, on parle de trillions, la donnée, il va falloir la stocker. Et déjà, stocker les données aujourd'hui, on comprend que ça demande beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est le premier truc. Je voulais pas parler de ça au départ, mais c'était surtout sur le côté, le mélange entre les deux mondes. Premièrement, je pense que ça ne sert à rien de lutter contre, parce que c'est vraiment le futur. Tout ce dont on est en train de parler, c'est une évidence que ça va avoir lieu, qu'on le veuille ou non. C'est aussi pour ça que moi ça m'intéresse, parce que j'aime penser à ce qui va se passer demain, même si j'ai conscience que demain, c'est-à-dire lundi prochain, c'est pas, ça n'a pas trop de sens pour mon activité quotidienne. Je le regarde de près et tous les jours, mais je regarde ça aussi avec un regard qui pourrait être considéré comme négatif. On parlait de la comparaison avec le smartphone. Je pense que tout le monde dans cette pièce, quand on a des enfants, sait que c'est compliqué d'être à table avec des smartphones, et qu'aujourd'hui, les gens vivent avec le smartphone collé sur les yeux. Et ça va être encore pire. Après, j'insiste sur ce que j'ai dit juste avant. Ça ne sert à rien de lutter contre ça, c'est le futur. Donc plutôt essayer de trouver la bonne intégration dans notre monde de toutes ces choses-là. Et j'en vois déjà énormément des bonnes intégrations, comme tout ce qui a été évoqué dans notre univers du dentaire, sur assister à une conférence avec encore plus de gens, se balader dans la salle, tout ça. Ça, c'est génial. En revanche, vu que ça sera plus facile,
on dira moins à sa famille j'ai pas le temps ou quoi, on va se mettre avec le casque, on va être dans cette conférence, on assistera encore plus de choses et on sera encore peut-être un peu moins avec nos enfants, avec le ballon, avec l'herbe. Le gazon il sera toujours vert dans le casque, il fera toujours beau dans le casque, ça sera toujours fabuleux. Puis quand on enlèvera le casque, le frigo sera pas plein et les enfants on les aura pas caressés. Voilà. Mais il y a un univers compliqué. La question c'est pas vraiment une question, c'est juste de dire ça. On peut pas lutter contre, mais les phobies, on les aura. C'est juste peut-être s'il y a une question, c'est comment essayer de faire en sorte qu'avec ce nouveau monde, ça soit pas pire que le monde actuel avec les smartphones, puisqu'on compare ça beaucoup avec le smartphone. Ouais, mais est-ce que le monde est pire avec les smartphones ? C'est-à-dire que je pense qu'en fait, c'est toujours un contre, le pour et le contre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a apporté en termes d'innovation, en termes d'accélération, de société ? Pour revenir sur tous les trucs, Internet, ça a mis 20-30 ans à devenir ce que c'est. Aujourd'hui, on a un monde qui accélère. Grâce à quoi ? Grâce à la technologie aussi. Si je peux me permettre de micro-couper, après je laisse le micro. Est-ce que le monde est pire avec les smartphones ? Évidemment que non. Je consulte mon compte en banque rapidement, je fais mes actions en bourse rapidement, je suis dans le métro, je suis n'importe où. Ça, c'est génial. Mais je parle du monde sensoriel. En fait, qu'est-ce qui est le plus important ? D'être au taquet sur ces activités-là qui permettent de faire avancer, d'être toujours plus productif, d'être ceci, d'être cela, ou de vivre pleinement, de ressentir les choses, de croquer dans une pomme et d'avoir le goût. Qu'est-ce qui est plus important ? Et dans cette réponse que tu viens de nous donner, excuse-moi, j'ai un peu le sens de ce monde ultra-moderne, toujours plus. Avant, nos grands-parents, est-ce qu'ils souffraient d'avoir moins ? Tout en disant ça, je suis à fond piqué dedans. Il y a 2 secondes, j'étais sur mon compte en bourse. Voilà, mais bon. Je suis d'accord, il faut peut-être quand même ralentir aussi peut-être le monde, mais en fait c'est toujours un balancement enfin, entre les deux. Maintenant on ne pourra jamais empêcher la technologie d'évoluer, il faut l'accompagner et il faut en tirer le meilleur aussi. C'est ça aussi, quoi. Formidable, merci pour tous ces échanges. On peut les applaudir, ils avaient promis d'être super, ils ont été extraordinaires. Donc on peut applaudir Sébastien, Daniel, Sophia, Bertrand, merci pour ces éclairages. Je crois que maintenant on sait un peu mieux ce qu'est le métavers, ce que potentiellement nous attend demain. En tout cas on sait que ça va arriver, on sait que c'est là, la blockchain, etc. Et donc ça a été vraiment super. Donc merci à tous, on était sur Modulus en direct de la 6e journée des rencontres de l'APD au sein de l'UNPPD. Merci à tous.